le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Après des études paramédicales, puis une spécialisation en psychopédagogie de l'enfant, Florence Binet découvre la sophrologie, à laquelle elle se formera durant 7 ans dans 2 écoles cassidiennes différentes, puis dans la branche de la sophrologie dynamique. Elle forme aujourd'hui de futurs sophrologues et intervient auprès de centres de formation adultes au métier de la petite enfance. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir à Paris. Alors on est précisément à l'hôtel Louis Blanc qui nous accueille aujourd'hui pour réaliser cette interview. Alors comme tu le sais, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je sillonne la planète. J'ai interviewé plus de 1600 personnes et ma question c'est quoi le bonheur pour vous ? Alors c'est quoi le bonheur pour toi Florence ? Eh bien, je trouve que c'est une belle question parce que rien qu'en se la posant, en fait, ça fait revenir un petit peu à l'intérieur. Et je trouve que le bonheur, pour soi, c'est une question d'être. C'est pas une question de faire, je pense que c'est fondamentalement une question d'être et du sentiment que j'ai. Et plus j'avance, plus je forme des gens, plus je suis en contact avec des gens, plus je trouve que c'est quelque chose, le bonheur, c'est peut-être un état naturel de l'être humain. Alors je pense que le bonheur en partie c'est ça, c'est un état naturel de l'être humain qui va varier en fonction de comment je suis élevée, mon environnement, mon milieu social, comment je suis touchée, nourrie, portée par mes parents et par mes proches. Mais il y a aussi cette question du qu'est-ce que c'est le bonheur comme quelque chose que l'on reçoit à la naissance en cadeau. Et moi, j'aime bien dire que le bonheur, ça se cultive comme un jardin. Et c'est comme si on avait un petit peu la responsabilité de ce bonheur qui finalement nous appartient, parce que la notion de bonheur, elle est variable d'une personne à l'autre, d'un milieu à l'autre et d'un pays à l'autre. Complètement. Ouais. Le sous-titre du documentaire, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. C'est ça. Et puis 7 milliards d'empreintes digitales différentes. Donc ça veut bien dire qu'on est unique et que la notion de bonheur, elle appartient à chacun. C'est clair. Là où je te rejoins, c'est que quand on nous regarde en tant qu'enfant, on est heureux, on a une soif de découverte, on va vers l'autre de manière très spontanée, on est dans l'empathie, on est dans l'altruisme, on a toutes ces qualités qui sont innées quasiment, qui sont innées en réalité. Et puis j'ai le sentiment qu'avec le temps, tout ça, ça disparaît. Oui, en fait c'est un bébé à la naissance et même in utero n'a pas de ressenti en bien ou en mal. C'est effectivement, on dit qu'un enfant est un être qui va absorber son environnement pour devenir et savoir qui il est. Donc c'est la qualité en fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est la qualité de l'environnement très proche qui va faire la différence. Mais c'est vrai qu'un enfant, naturellement, quand on regarde un bébé ou un tout petit, il a cette capacité naturelle à être dans l'émerveillement, dans la joie, parce que son moteur, c'est le plaisir, en fait. C'est ce qui l'anime. C'est le plaisir de la découverte. Et pour un enfant, de sa naissance jusque très tard, c'est ce plaisir de l'expérience qui va, quand on les regarde, nous faire dire bah oui, ils sont joyeux, ils rigolent, ils se réjouissent de tout, etc. Et en fonction des réponses de l'environnement et de l'adulte, ça va se moduler et l'enfant va intégrer des croyances, va générer tout son monde émotionnel. En fait, il va capter, ça se passe comme ça chez un tout petit, le bébé capte le monde avec son corps, avec ses sens, de ces outils hyper performants qu'il a, parce qu'ils sont 100 fois plus développés que chez un adulte, il entend 100 fois plus, il goûte 100 fois plus, au niveau du toucher, c'est 100 fois plus présent pour lui quand il est touché que pour nous. Nous, on a des récepteurs qui diminuent un petit peu au fur et à mesure. Et en fonction de toutes ces expériences sensorielles, il va en avoir un sentiment d'être intérieur. De ce sentiment va naître
toute une coloration émotionnelle, ce qui fait qu'à l'intérieur, j'ai une ambiance qui est plus ou moins au beau fixe ou plus ou moins grise. Et de ces émotions et de ces sentiments d'être, en fait, vont naître les comportements et mon adaptation au monde. Donc, en fonction de ce que l'on me dit par rapport à une expérience que je fais quand je suis petit, je vais intégrer le bien, le mal, ça va pas, ce que je dis, c'est voilà. Et en fonction de tout ça, l'enfant va se construire et va s'appuyer, va absorber le monde des adultes et l'environnement qui est autour de lui. C'est-à-dire qu'on considère que, je veux dire peut-être un chiffre au hasard, c'est l'environnement est déterminant dans notre bonheur à hauteur de quoi ? 60%, 70%, 40%, 30%, on a une idée de ça ? Oui, peut-être entre 70 et 80%. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Okay. En fait, on est quasiment tous égaux à la naissance, mis à part notre histoire. Mais c'est pareil, notre histoire, elle est reliée à la façon dont chacun dans la famille a été considéré, porté, valorisé ou pas, etc., humilié. Enfin bon, ça dépend, tiré vers le haut. Mais l'environnement, et c'est vraiment l'environnement proche de l'enfant qui fait la différence. Et l'environnement proche de l'enfant, c'est papa, maman, la famille, et puis le système éducatif ou les gens dans les structures d'accueil de la petite enfance. D'accord, donc le déterminant, si je résume, c'est en gros tout part de l'éducation. On pourrait dire que presque tout part de l'éducation. Après, il y a cette part qui appartient à chacun de comment je reçois aussi les informations. Parce qu'une même personne, il y a des fois, on parle de résilience, une même personne qui vit la même chose, une va en faire quelque chose de très créatif et dépasser l'événement et continuer dans sa vie, et pour une autre personne, ça va peut-être la figer ou poser plus de problématiques. Donc, il y a aussi la part de chacun, la créativité de chacun qui arrive dans cette vie et de l'énergie de vie qui l'anime en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quel est ton parcours, ce que tu fais dans la vie de tous les jours pour qu'on comprenne ton raisonnement ? Oui. Alors en fait, mon premier métier, c'est un métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc j'ai passé 15 ans sur le terrain en accompagnement des petits, de 0 à 3 ans et de 3 ans à 6 ans, et puis l'accompagnement des parents dans la parentalité bienveillante. Et puis je me suis très vite posé en fait la question de la qualité de la relation, parce que j'étais quelqu'un de très sensible, très émotionnel, et je me rendais bien compte qu'en fonction de ce que j'appelle ma météo interne, en fait, je vais passer une journée plus ou moins agréable et plus ou moins qualitative, on va dire, avec les autres et avec les enfants aussi et avec les parents. Donc je suis partie de ce constat-là et puis j'ai cherché un petit peu et puis je me suis mise tout simplement à faire une première formation de base en sophrologie, et là j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment passionnée et du coup j'ai fait 3 écoles. Après j'ai fait une école de pleine conscience et je me suis jamais arrêtée vraiment depuis, mais voilà, des techniques de communication bienveillante, de communication non violente, tout ça pour être mieux dans le quotidien et dans mon métier. Et en fait, ça a complètement changé toutes les facettes de ma vie. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup de formations. Je forme des sophrologues, je fais des formations pour les professionnels de la petite enfance et j'accompagne aussi tous les adultes. Parce que si je suis bien avec moi, obligatoirement, je suis bien avec mon environnement, je suis bien avec l'autre. Il y a des enjeux qui changent et il y a une qualité d'être à la vie qui est complètement différente. C'est clair. C'est-à-dire que tu penses qu'il y aurait des outils à transmettre aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent pour tendre vers le bonheur ? Il y a plein de choses à faire, oui. Ouais. Déjà, se poser la question, comme tu disais tout à l'heure, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend pas heureux ? Et est-ce que je l'ajuste ? Quelle énergie je mets à changer les choses dans ma vie pour accéder à plus de bonheur ? Parce que c'est pas forcément facile de changer les choses et de s'adapter à des nouvelles choses. Mais il y a des outils, effectivement, pour nous aider. Moi, je sais que je suis passionnée par la sophrologie parce que c'est vraiment une technique qui est ultra créative pour se déployer soi. On va chercher toutes les ressources de la personne et tout ce qui lui permet de cultiver sa force intérieure pour se déployer tout simplement et déployer toutes les facettes de ce qu'elle est et toutes ses intelligences, parce que
je disais tout à l'heure que le bonheur, c'est quelque chose de l'ordre de l'être et du sentiment et de la sensation. En fait, dans les systèmes, pas tellement dans les structures de la petite enfance, parce qu'on est très dans le mouvement encore, on est très dans la motricité, on est très dans l'expérience, dans la sensorialité. Mais à partir du moment où un enfant rentre à l'école, en fait, on rentre dans la logique et dans les mathématiques, c'est-à-dire cette intelligence qui est située là, capacité de mémorisation, d'apprentissage par cœur. Et puis on demande aux enfants de rester assis. Il y a très peu finalement, quand on rentre à l'école, de moments où on peut bouger, mis à part ce quart d'heure de récréation une fois dans la matinée. Et or, aujourd'hui, il est prouvé que l'enfant fait ses apprentissages et se déploie dans le mouvement. Donc je pense qu'il y a des outils pour développer, moi, ce que j'appelle les intelligences naturelles, c'est-à-dire l'intelligence corporelle et rester en contact avec elle, en fait. Parce qu'on fait, avec les apprentissages par cœur, avec la mémorisation et la réflexion, on fait remonter à cet espace restreint de la tête. Et en fait, toutes les autres intelligences sont contenues dans le reste du corps. Il y a l'intelligence du corps, il y a cette intelligence de la respiration qui est fabuleuse, il y a cette intelligence imaginaire et cette intelligence émotionnelle qu'on développe en sophrologie et qui vont permettre un petit peu à chaque individu, en tout cas à chaque enfant, de revenir chez soi. Ouais, cette zone de sécurité, où je peux me poser, où je peux m'apaiser, où je peux trouver quelque chose dans mon imagination qui va faire la différence par rapport à je sais pas, si je me mets à penser, à réfléchir, etc., où ça va pas être la même réponse, en fait. Et moi, mon grand rêve, c'est dans les systèmes scolaires, en fait, ça serait de réintégrer un peu cette santé globale de l'être humain, parce qu'on nous apprend les mathématiques, l'histoire, mais on nous apprend pas, en fait, les fondements de ce qui fait un être humain. Et les fondements de ce qui fait un être humain, c'est vraiment de rester en contact avec sa sensorialité et ses sentiments et ses émotions, même s'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, elles sont toutes bonnes et elles ont toutes une fonction. Mais c'est rester en contact avec ça plutôt que de privilégier uniquement la réflexion. Et je pense que dans les classes, on devrait introduire, tu parlais, est-ce qu'il y a des outils? Moi, je pense qu'on devrait, dans les classes ou dans les entreprises, partout, on devrait réintroduire ces petits moments où j'apprends en fait à revenir chez moi, à revenir à cette sensation, à retrouver, parce que si j'ai la capacité tout petit, ou même en tant qu'adulte, de retrouver quelque chose qui me fait du bien, un sentiment ou un état d'âme qui me fait du bien à l'intérieur, et tout de suite, il y a toute la physiologie de l'humain qui va dans le bon sens, et ça va déclencher obligatoirement au niveau du cerveau certaines hormones. On est plus dans l'expérience que dans le cérébral en t'écoutant. C'est ça. L'idée, c'est de vivre les choses plutôt que de les garder dans la tête. Ça, mais la vie, c'est l'école de la vie, quoi. Terrain de jeu, c'est une belle expérience et c'est une expérience de vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a des expériences. Et ce qui fait la différence, c'est un petit peu le regard que je vais porter dessus et ce que je vais en ressentir et en faire. C'est surtout quelle intention je mets dans ma vie. Quelle intention je mets dans mon travail, quelle intention je mets pour ma journée, quelle intention je mets dans ce que je suis en train de créer là, et puis qu'est-ce que j'en fais au fur et à mesure. Ouais, l'école idéale, finalement, c'est un peu notre projet de l'école de la vie. C'est d'accompagner, c'est de créer un environnement, on va dire, idéal pour les enfants, avec un cadre, et de les accompagner au mieux pour se révéler, quelque part. Que chacun, parce qu'on disait au début que chacun était unique et chacun avait une empreinte digitale différente, ça montre bien qu'on est unique, mais au moins créer un cadre où chacun puisse se déployer, trouver ce qui l'anime, ce qui le tire vers le haut, ce qui lui fait du bien et structurant pour lui, en fait. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a pas, je pense pas qu'il y ait d'école idéale ou de fonctionnement idéal c'est que chacun dans les propositions qui sont faites puisse prendre des petites touches et toutes ces petites choses-là, ça va faire quelque chose à l'intérieur qui va faire que la personne va se trouver dans sa créativité et dans sa particularité. C'est ça qui est intéressant. C'est clair. Je me dis que d'ailleurs, si on les accompagne dans ce sens-là, je me laisse espérer ça, je me dis que du coup, ils vont réussir à découvrir ce qui les anime, ce qui peut les animer potentiellement, là où en gros, eux, ils sont vraiment bien. Je te donne un exemple très souvent, imaginons, t'es né dans une famille d'avocats, t'es pas forcément avocat. Peut-être que tu es ébéniste, peut-être que toi, tu adores le bois et que tu es tellement heureux de travailler le bois que du coup, ce don-là ou cette excellence, tu vas le mettre à contribution pour le bien commun. Et moi, je pense qu'on gagnerait tellement à avoir une société meilleure, justement, si on accompagnait au mieux les enfants dans ce sens-là. T'imagines si tout le monde était OK
avec son job, quand on voit que 90%, pour pas dire 95%, fait un job purement alimentaire, alors qu'on est 8 heures par jour au travail et très peu au final avec nos amis ou notre famille, je me dis autant mettre à contribution nos talents pour le bien commun. Est-ce que ce que je vis, ça me rend heureux finalement? Mais ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas facile de changer, mais en faisant des petites choses, moi je dis souvent, le bonheur c'est pas des gros changements, hein, c'est qu'est-ce que je mets comme petite chose, qu'est-ce que je rajoute comme petite chose dans ma vie pour que toutes ces petites choses finalement prennent plus de place, hein. C'est l'histoire aussi du verre vide ou du verre plein. Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je vais mettre, de quoi je me nourris. Ouais, complètement. Ouais. De quoi je me nourris. La méditation peut nous aider d'ailleurs dans ce sens-là. Tu parlais de revenir vers soi. Oui. C'est vraiment un outil, je trouve, qui est formidable aussi, qu'on devrait... Et oui, et puis il y a tellement de formes de méditation. Par exemple, la sophro, moi je trouve qu'elle est très mal connue, mais elle est tellement passionnante. Il y a une foultitude de techniques, et c'est ne serait-ce que par un mouvement, une mobilisation corporelle ou un retour à la sensation de sa respiration, tout simplement de suivre le mouvement et d'aller chercher un mot, une qualité qui me vient. Ça, c'est déjà de la méditation. La méditation, c'est revenir au centre et c'est porter l'attention sur, c'est ce qu'on fait en pleine conscience, hein. Je porte l'attention sur quelque chose, et en sophrologie, on le fait de façon différente, et c'est pour ça qu'elle plaît tant aux enfants en fait, parce qu'elle est beaucoup plus créative et elle est dans le mouvement, mais je peux porter mon attention très finement et être très concentrée dans un mouvement et aller chercher de l'amplitude, cette intelligence du corps qui fait que ça me déploie, ou au contraire que j'ai c'est tout un monde qui fait que méditer, c'est surtout pour les enfants, c'est pas du tout statique. On retrouve ça dans le sport. Quand je t'écoute, ça me fait penser au kung-fu. Oui. Tu sais, moi, j'en ai fait pendant 14 ans, et j'avais des soucis un peu de concentration justement à l'école. Et j'ai bien compris bien après que le kung-fu m'avait aidé justement à me concentrer, parce qu'on devait avoir exactement, quelque part, c'était proche de la méditation. On devait être très précis sur des mouvements, mais vraiment de manière très précise. Les doigts, tout était très 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 précis. Et donc du coup, ça nous demandait d'être hyper focus. Et il y a on a une fabuleuse capacité qu'on a à la naissance, hein, c'est que nous naissons avec cette capacité de concentration. Hein, et seulement, on la perd. On la perd tout simplement parce qu'on nous déconnecte du corps et de la respiration. Et si on faisait, par exemple, dans les écoles ou dans les entreprises, juste ce chemin-là, de revenir à la sensation du corps et à la respiration, on déploierait énormément notre capacité de concentration et toute la physiologie, en fait. À partir du moment... Ce qui est étonnant, il commence à y avoir des études là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où je me concentre sur une sensation, sur une partie de mon corps ou sur un mouvement respiratoire dans le corps, j'ai naturellement ma physiologie qui s'équilibre. C'est-à-dire que tout revient à l'équilibre. C'est étonnant quand même. Il ne suffit pas de grand-chose. Hein. On est hyper performant. En fait. Oui, c'est clair. Moi, je dis souvent, on est des super-héros. C'est ça. Mais personne ne le sait. Et on a des super-pouvoirs. Et les super-pouvoirs, ils sont là. Ils sont dans... J'ai cette capacité à revenir chez moi, à revenir à l'intérieur, parce que là, je peux me poser, je suis en sécurité. Et je ne suis pas en référence avec l'extérieur. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est beaucoup trop conditionné dans notre société justement pour ne pas s'apercevoir de tout ça et d'être... mais je pense que c'est volontaire, hein, du coup, de nous mettre dans des rails et en nous disant, écoute, la vie c'est tout droit, petit gars, mais alors surtout ne sors pas des rails. Tu penses aussi la même chose? Oui, il y a ça, et puis il y a les croyances éducatives qui sont assez toxiques quand même, qui sont encore quand même très présentes. Et oui, on nous conditionne peut-être dans des autoroutes où on doit suivre, où pas trop se poser de questions. C'est ça. Marche. Il faut marcher, je marche. Si tu fais ça, mais attention. Le poids du jugement aussi, le poids de si je me trompe, si je fais une erreur, mon Dieu, c'est pas bien. Mais ça, par contre, je trouve que c'est très très français. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis ou au Canada, pour eux, l'erreur, c'est génial. Il faut faire des erreurs, il faut se tromper pour progresser. Moi, je le parle comme ça, en fait, quand je reçois les gens, que ce soit des enfants ou des adultes, ou en formation. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. C'est ça. Ouais. Et toute expérience, au-delà de la difficulté, quand on vit quelque chose, quand on réussit pas quelque chose, ça peut être difficile, mais c'est aussi une forme d'écologie d'être pour soi et pour les autres, que de penser que ok, j'ai pas réussi, là je me suis un peu plantée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas finalement au-delà des apparences autre chose qui serait mieux pour moi?
Moi, je dis souvent, hein, si j'ai pas réussi là ou si t'as pas réussi là, c'est qu'il y a mieux ailleurs. C'est évident. Ouais. Ouais. Parfois, on se bute, on insiste à réaliser quelque chose ou aller dans une direction. Et généralement, quand on insiste et que ça marche pas, c'est qu'il faut détourner, qu'il faut s'adapter et passer à côté, quoi. Oui, c'est ça. Puis si on revient à cette question, qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est aussi j'accepte et je lâche sur tout ce sur quoi je suis tendue, tout ce sur quoi je lâche pas en idée, en pensée, en situation. C'est aussi ça le bonheur. Hein, parce que quand je me tends, quand je reste, quand je lâche pas prise, je suis en lutte. Et quand je suis intérieurement en lutte, c'est jusque dans le physique, jusque dans la respiration. Et ça peut pas être un mouvement fluide de vie où les choses, finalement, quand j'arrête de lutter, que je lâche prise, hop, le mouvement de la vie revient. Et derrière, il y a une autre forme de créativité. Et ça procure des sensations aussi qui sont de l'ordre du bonheur. C'est clair. Ouais. Quand j'entends écologie, j'entends fluidité, ça me fait penser à la permaculture, à l'environnement, à la nature. Oui, et je me dis, on devrait justement observer la nature plutôt que d'essayer de prendre droit dessus, parce qu'il y a toutes les réponses finalement dans la nature. C'est vrai, il y a toutes les réponses. On en a besoin, on en a besoin pour se nourrir. Si elle n'était pas là, on ne serait pas là. Ça, c'est d'une évidence implacable. Et on parle d'écologie, de la terre, etc. Mais pour rentrer vraiment dans cette écologie, dans la permaculture et tout ce qui se développe en ce moment, ça serait déjà très individuel, c'est de revenir à sa propre écologie intérieure pour pouvoir voir l'importance de celle qui est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que ça pourrait être source d'inspiration justement que d'observer la nature et d'essayer de faire la même chose pour nous, en se disant que a priori la vie elle est censée être fluide. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a des ajustements à faire et probablement que ça vient de nous. Ouais, bien sûr. D'où la nécessité d'accompagner les enfants le plus tôt possible. D'où la nécessité d'accompagner les enfants, mais aussi les parents. Parce que moi, pour être dans le milieu de l'enfance depuis de nombreuses années, on n'apprend pas à être parent. On n'apprend pas, c'est l'objet de mon deuxième livre, hein, on ne nous donne pas les clés de comment je peux faire dans telle situation. Ce n'est pas des recettes, hein, c'est quelle qualité de relation je peux avoir avec mon enfant et quels sont les petits outils que je peux mettre dans le quotidien, comment je peux alléger le quotidien, parce que Dieu sait si le quotidien avec un enfant en tant que parent il n'est pas très léger des fois. On vit tout ça, hein, donc c'est comment en tant que parent je peux aussi m'alléger et dédramatiser sur des choses. Ouais, c'est clair. Parce que pour un enfant il n'y a rien de grave. Tout est expérience, tout est joie, tout est plaisir et c'est ça qui le fait grandir. Donc comment je suis en tant que parent, en tant que professionnel, hein, dans cette énergie-là qui va se caler sur celle de l'enfant et qui va lui faire déployer toutes ses compétences, ses capacités, sa créativité. C'est clair, ouais. Mais moi je suis même dans d'autres réflexions depuis de nombreuses années. Je prends le temps parfois de discuter avec des parents. Moi j'ai pas d'enfants par choix et je leur dis est-ce que à l'époque où vous avez fait des enfants, vous avez bien réfléchi ? Est-ce que vous êtes posé les questions avant de faire des enfants ? Parce que je trouve que... Mieux pas. Ouais, peut-être. Moi, je trouve que c'est responsable de se poser la question. Ce qui en découle un peu de cette petite enquête que je mène autour de ce sujet, hein, de pourquoi je fais un enfant, etc. Ce qui est ressorti, c'est que c'est purement sociétal. C'est un conditionnement sociétal. C'est-à-dire qu'on fait des enfants parce que c'est normal de faire des enfants. Oui, certainement. Et il y a ça aussi. Ouais. Je trouve ça craint de se dire qu'on fait des enfants parce que c'est normal. Si c'est fait avec cette intention-là, cette énergie-là, effectivement, oui. Après, il y a toute la notion de désir, qui joue et qui fait que si on se posait trop la question, je pense qu'effectivement, on ne le ferait pas. Mais la question de l'enfant, c'est une histoire, c'est une relation, puis c'est une question d'amour. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle d'amour inconditionnel ? Je pense que quand on a des enfants, oui, on s'approche de ce genre de choses. Hein. J'ose espérer. Hein. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment dans ces réflexions et qui ont vraiment fait des enfants, au même titre qu'ils se sont mariés, au même titre qu'ils ont acheté un appartement, un 4x4 et une maison. Oui, c'est possible. Parce que c'est un chemin classique et que c'est logique, que c'est comme ça, quoi. On le voit, hein, de toute façon. Imaginons, tu n'es pas en couple à l'âge de, je sais pas, on va dire la quarantaine, et c'est bizarre. Tu vois, t'es pas dans les normes, quoi. En gros, t'as pas d'enfant arrivé à 40 ans,
t'es pas dans les normes. Donc il y a quand même un poids sociétal et de conditionnement quoi, quelque part derrière. Oui. Quoi. Et faire un enfant, ça vient bien au-delà de tout ça. Quoi. C'est un engagement. C'est une sacrée responsabilité Bah ouais. de se retrouver avec un petit être comme ça, qu'on a mené au mieux dans sa vie, à faire grandir, et pour qu'il soit une personne bien dans sa vie, bien dans ses baskets, c'est pas facile. Bah C'est non, une sacrée responsabilité d'être Bah, c'est parent. clair. Hein. Et est-ce que moi je Mais suis bien c'est quoi. tellement beau. Bah oui, c'est beau, mais c'est pas suffisant en soi. Non, c'est pas suffisant. C'est pas une sculpture, c'est pas une œuvre d'art quoi. Non. Tu vois. Non, c'est pour ça qu'être parent, je pense que c'est quelque chose qui se déploie, qui se développe, qui au fur et à mesure se réfléchit, parce que finalement, ce sont aussi nos enfants qui nous font poser des questions sur certaines situations. Quand ils réagissent de telle façon face à telle chose, alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ça et qu'on ne s'imaginait même pas qu'ils puissent réagir de cette façon-là, ou le prendre de cette façon-là, ils nous font grandir. Moi, j'aime bien dire que ce sont les enfants qui sont les maîtres. Et si on se met à les observer et à les regarder, on grandit nous aussi en tant qu'adultes et en tant que parents. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Ouais. Ah ouais, mais moi, je trouve que c'est fabuleux. J'ai un plaisir encore infini aujourd'hui à observer les comportements et à voir comment les enfants interagissent et comment ils n'ont de cesse que d'appuyer là où ça va pas chez l'adulte jusqu'à temps que l'adulte comprenne ce qui se passe pour lui et qu'il modifie son comportement aussi. C'est un changement. Je crois que la nouvelle éducation aussi, elle propose aussi ce changement-là je regarde l'enfant autrement. Je porte un regard différent sur l'enfance. Je fais fi de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été... on a conditionné les enfants dans un certain moule, on les a vus d'une certaine façon et je pense qu'on a à faire ce changement-là parce que c'est une vraie relation, aussi petits qu'ils soient, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à nous dire et ils ont des choses à nous proposer. Et en fait, on est en souci souvent, on a des problèmes avec les enfants parce qu'on ne rentre pas suffisamment dans leur monde. On ne rentre pas suffisamment dans leurs idées. Alors c'est vrai qu'ils ont un imaginaire débordant, ils ont une autre façon de voir la vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire qu'elle est en cohérence avec leur âge. C'est clair. Un enfant de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans, s'il a un comportement particulier, il ne l'aura plus à 30 ou 40 ans. C'est pas parce qu'un petit veut dormir avec nous quand il est petit, parce qu'il a un besoin fondamental d'être rassuré, qu'à 15 ans, 16 ans ou 17 ans, il dormira toujours avec ses parents. C'est très culturel, tout ça. Donc, on a un changement un petit peu de regard pour que tout le monde soit plus heureux aussi dans ces milieux-là de l'enfance. Oui, c'est clair. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Là où je suis plutôt content, c'est que les choses évoluent quand même à une vitesse ça va vite, là, assez vite. Depuis 4-5 ans, on peut considérer que c'est vraiment exponentiel, puissance 5. Et donc, on parle de prise de conscience. Donc, j'imagine que du coup, j'allais te poser la question, mais tu le vois aussi de ton côté, quoi. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience d'eux. Mais oui, Ça, je me rends compte que le simple fait de travailler, de réfléchir, de mener ma vie comme ça suffit plus. Ça suffit plus, on cherche autre chose, on cherche cette dimension de créativité, de retour à soi, sans que ça soit égoïste, parce que c'est pas du tout égoïste, ça n'a rien d'égoïste de se recentrer un petit peu et de savoir qui je suis et qu'est-ce qui m'anime dans ma vie, ça n'a rien d'égoïste, bien au contraire, si je suis bien avec moi, je suis bien avec les autres, donc c'est ça. Ça change tout. Mais effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là, et c'est aussi revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le bonheur, c'est aussi quelque chose que l'on détient comme un cadeau à la naissance et qui se cultive comme un jardin. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique, quelle qu'elle soit, pour m'appuyer dessus. Les techniques, les outils, ce sont que des points d'appui pour aller trouver ce qui nous convient mieux, nous adapter, etc. Et tu parlais de méditation. La méditation, c'est aussi dans le métro, c'est aussi dans la rue, c'est aussi quand je fais ma vaisselle, c'est quand je me brosse les dents. Est-ce que je suis vraiment avec ma brosse à dents et mes dents, ou est-ce que je suis déjà ailleurs ? C'est vrai, c'est vrai. Et puis ce qui est génial, c'est que finalement, c'est qu'une question de choix. Et ce choix-là, on peut le faire à n'importe quel âge dans notre vie, quoi. À partir du moment où on l'acte et qu'on décide d'aller dans cette direction, ça y est, c'est le premier pas et c'est gagné, quoi. Donc tout est possible. Mon attention. Ouais. C'est ça, ouais. Dans ma vie, c'est une question qui est magnifique aussi, comme celle que tu poses sur le bonheur. Sur quoi je porte mon attention dans ma vie ? Alors, c'est quoi ? On pourrait extrapoler, c'est dans notre vie
Oui. Au sens large du terme, ou c'est dans l'instant présent? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, Ça d'accord. peut être les deux. Ok. Dans l'instant, quand j'ai une nouvelle, sur quoi je porte l'attention quand j'ai cette nouvelle, quand je vis quelque chose, sur quoi je porte l'attention, quand il se passe un événement, par exemple un événement familial, sur quoi je porte l'attention au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que tu aimes bien les citations? Ouais, j'aime bien les citations. Est-ce qu'il y en a une que tu aimes plus qu'une autre? Il y en a une qui me vient, là j'en ai plein, il y en a plein que j'aime beaucoup, il y en a une qui me vient, c'est que tes pensées soient émerveillées, de sorte que cet émerveillement soit toute ton occupation. Alors c'est un sage indien dont je ne serais bien incapable de répéter le nom tellement il est à rallonge, mais je trouve qu'elle est très jolie. Okay. Elle est très jolie, et puis pour revenir au bonheur, celle-là elle est bien connue, mais elle est tellement vraie que le bonheur est pas dû, c'est quelque chose qu'on trouve en nous et nulle part ailleurs. C'est clair. Ouais. Merci. Avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»